Ouf. Me voilà dans le jardin pour une vidéo sur nos chers pervers narcissiques. Je vous remercie tout d'abord pour toutes vos remarques qui sont vraiment très intéressantes. Vous me donnez des idées et je vais les exploiter, ces idées, bien évidemment. Et j'ai reçu aussi un certain nombre de mails auxquels je n'ai pas répondu, mais qui m'intéressent également. Ne vous inquiétez pas, je vais en parler, du moins en partie. Alors, pourquoi je décide aujourd'hui de parler des pervers narcissiques? Déjà, vous savez que c'est un sujet qui me tracasse depuis déjà de nombreuses années, depuis littéralement ma naissance. Enfin, j'exagère peut-être un peu, depuis la cour de maternelle, on va dire plutôt. Et d'autre part, parce qu'il y a quelques jours, j'ai croisé une personne manipulatrice que je suis le seul à avoir identifié, enfin du moins dans les gens que je connais, je pense que d'autres l'ont repéré, hein. Et le seul fait de la voir m'est insupportable, c'est-à-dire que j'ai vu cette personne, comment dire, sa seule présence est dérangeante et pénible, et on a envie de la prier de s'en aller. Même quand elle se tait, elle est de trop. Voilà. C'est un peu dur ce que je raconte, mais je crois être dans le vrai. Donc je l'ai appelée Madame Courtemiche. Madame Courtemiche, si vous avez lu La Comtesse de Ségur, c'est un personnage des Deux Nigauds, un ouvrage qu'elle a publié, sauf erreur de ma part, en 1862. J'ai lu 5 ou 6 fois, même s'il y a des passages un peu trop méchants dans ce livre, elle est un peu dure, La Comtesse de Ségur. Cette Madame Courtemiche est particulièrement stupide en fait. Et pour moi, les pervers sont des gens stupides, qui ont un raisonnement idiot, simpliste. Et ça va dans le sens de ce que je vais vous raconter d'ailleurs, puisque je vais commenter assez brièvement une vidéo d'une personne très intéressante, une thérapeute, qui a publié une vidéo intitulée « Penser trop penser plutôt rend manipulable ». Pourquoi trop penser rend manipulable? Et donc elle explicite un peu, elle rappelle ce qu'est un pervers, ça nous le savons tous, mais elle adopte une position intéressante qui renvoie également à celle des autres, que les autres développent, mais elle enlève un aspect qui pour elle n'est pas déterminant. Voilà. Alors, depuis qu'elle fréquente des personnes victimes de pervers narcissiques, cette thérapeute a constaté que les manipulateurs pervers sont des gens standards, c'est-à-dire qu'ils sont toujours pareils. On a l'impression de toujours entendre parler de la même personne. Et ça, on l'a tous constaté, tous remarqué, avec quelques variantes liées notamment au centre d'intérêt, du moins au centre d'intérêt que feignent d'avoir les pervers, puisque en réalité, ils ne s'intéressent finalement à rien en profondeur. Voilà. Ce sont juste des leurres, des techniques, des outils, des leurres pour attraper les alouettes. Ce sont des miroirs aux alouettes essentiellement. Alors, on dit souvent que les pervers ont deux visages. Voilà. Et cette thérapeute fait remarquer à juste titre que non, ils n'ont qu'un seul visage et l'autre c'est un masque. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord, je dirais qu'ils ont un masque, plusieurs masques, parfois même superposés, qu'ils enlèvent en fonction du besoin, du contexte, de l'avancée de leur guerre en fait, de leur combat. Et derrière ces masques, il n'y a rien pour moi. Moi, je pense qu'il n'y a rien. Je suis encore plus pessimiste qu'elle. Je pense que si on arrache le dernier masque, si tant est qu'il y a un dernier masque, si on trouve le dernier du moins, je pense que le visage partira avec. Voilà. Mais bon, c'est mon point de vue, très pessimiste. Et elle insiste sur une chose importante, cette thérapeute, sur le fait qu'on a tendance à diaboliser les pervers, ce qui les rend pas fascinants, mais ce qui les rend grands, grandioses, on en a peur, alors qu'en fait, pour elle, ce qui les caractérise, c'est leur immaturité. Alors ça, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont été bloqués, en fait, ils ne se sont pas développés au-delà d'un certain âge. Alors, elle situe cet âge de 5 à 12 ans. Moi, je dirais 4 à 12 ans, plutôt, d'après ce que j'ai pu lire et entendre. Voilà, entre 4 et 12 ans. Ce qui veut dire que plus le pervers s'est arrêté au niveau sensoriel et émotif à un âge précoce, plus on peut supposer qu'il va être pénible.
Effectivement, il y en a qui sont plus nocifs que d'autres, hein. Certains, je vous ai raconté que quand je reconnais un pervers quand je m'énerve en pensant à eux ou quand leur seule présence m'indispose. Et j'ai constaté que mon pervers un peu alcoolo dont je vous ai parlé déjà, c'est bien, vous savez, celui qui m'avait dragué en disant qu'il était fidèle uniquement à sa coiffeuse, vous vous souvenez? Eh bien celui-là, je pense qu'il est moins nocif que la perverse, Madame Courtemiche, dont je vous ai parlé brièvement, que j'ai évoqué plutôt, que j'ai rencontrée il y a quelques jours, hein. Voilà, elle, c'est pire. On se rend compte à quel point elle peut m'irriter et la colère qui monte en moi quand je pense à elle. Donc j'arrête d'y penser parce que je vais m'énerver, je vais casser la webcam, hein. Enfin, le caméscope. Bon, il est vieux, vous me direz. Alors, effectivement, cette thérapeute, dont je mettrai le nom à l'issue de la vidéo, mais c'est grâce à une personne qui a placé un commentaire après une de mes vidéos que j'ai pu retrouver cette vidéo que j'avais déjà regardée il y a quelques temps, hein, et c'est effectivement très intéressant. Donc cette thérapeute explique que ces pervers, on a l'impression avec eux d'être dans une cour de récréation. Ce sont des gamins. Donc ils ont arrêté leur développement au plus tard à l'âge de 12 ans. Enfin, oui, c'est la préadolescence en fait, voilà. Donc on a tort de les diaboliser, en fait ce sont... mais alors, elle nous dit, je suis peut-être pas tout à fait d'accord sur un point avec elle, mais peut-être qu'elle pourrait m'éclairer si elle, par chance, elle écoutait cette vidéo, mais je pense qu'elle a d'autres choses à faire et d'autres personnes à traiter, puisque c'est une vraie thérapeute, elle, contrairement à beaucoup d'autres, qui se prennent pour des thérapeutes et qui alignent les termes complexes pour faire savant. Je fais allusion à une vidéo que j'ai enlevée parce que je ne veux pas lui donner du grain à moudre à ce monsieur. Donc elle, c'est une vraie thérapeute et donc elle a autre chose à faire que d'écouter mes vidéos, je la comprends. Mais il y a un petit point qui me chagrine. Elle nous dit qu'on ne devrait plus en avoir peur puisque ce sont des gamins. Premièrement, des gamins peuvent être criminels et dangereux, on peut en avoir peur. Deuxièmement, il y a quand même des gamins qui sont gentils. Donc pourquoi ces pervers narcissiques qui ont arrêté leur développement à un stade infantile entre 4 et 12 ans, avec des paliers 7, 8, 9 ans, etc., seraient-ils forcément méchants, puisqu'il y a des gamins gentils finalement? Peut-être, hypothèse que je fais, c'est qu'ils se rendent compte de leur immaturité, ce qui les rend hargneux. Parce qu'il n'y a pas de raison de penser qu'un gamin serait forcément méchant. Même si on a beaucoup de méchants, je m'en suis rendu compte, puisque vous savez, quand on est homo, on se heurte à l'incompréhension de son entourage, et notamment l'entourage du même âge, qui ne comprend pas notre mode de fonctionnement, hein, puisque ce mode de fonctionnement, il apparaît dès le plus jeune âge, hein. On ne se sent ni proche des filles, ni proche des garçons, finalement, hein. On n'est ni entre les deux. Enfin, c'est encore... il faudrait inventer une autre entité, pas de transsexuel, pas du tout, hein, mais une autre... comment dire, une autre manière d'être. Moi, par exemple, je suis toujours attiré, souvent par des femmes, mais qui ont de la poigne. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont énergiques, qui ont... voilà. Et c'est un peu mes modèles. Hein, mes modèles, bon, j'ai d'autres modèles masculins aussi, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Il faudrait creuser cette question, mais ce n'est peut-être pas le propos de cette vidéo. Donc, cette thérapeute explique qu'ils règlent avec nous des problèmes qu'ils ont eus avec leurs parents qui n'ont pas été réglés. Et en fait, ils nous prennent pour leur mère ou pour leur père, en fonction des cas. Et je l'ai remarqué avec celui qui est sa coiffeuse. Vous voyez, un peu alcoolo, et d'ailleurs, je crois qu'il boit moins maintenant. C'était tout à fait ça. Il est parti comme un gamin de 4 ans. Alors, mais peut-être pas 4 ans, parce qu'il est quand même moins nocif que la grosse Courtemiche. Le pot à tabac dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Ouh là, je suis pas gentil. Oh, je sais pas, je dis ça. Ce n'est pas un pot à tabac, ce n'est pas une vieille truie. Bon, c'est bon. Oh là là. Ils n'ont pas été assez cadrés, ces enfants, hein, d'après cette thérapeute. Et quand ils ont réussi finalement une manipulation, ils sont dans un état d'ivresse. Ça, je l'ai constaté. Quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient une emprise sur quelqu'un, mais ils sont fous de joie. Je l'ai vu, mon PN l'a transformé. Il était d'une gaieté que je n'avais jamais vue avant. Alors, on en vient maintenant aux victimes. Alors, les victimes, paradoxalement, sont victimes de leur trop grande intelligence. Ça fait plaisir.
Enfin, une intelligence plutôt, alors là, il faudrait vraiment définir ce qu'on entend par intelligence. Je dirais que c'est une plus grande sensibilité. Voilà. Moi, j'ai une intelligence moyenne, mais une très grande sensibilité, du moins à certaines choses, qui fait que ce qui me touche, moi, et qui me paraît évident, laisse les autres complètement indifférents. Voilà. Et je regarde les choses, j'écoute les choses, j'entends les choses d'une façon différente. Donc ce sont des gens qui se remettent en question. Quand on pense trop, on doute. Plus on est intelligent finalement. Et plus on doute, plus on est la proie de quelqu'un qui va s'immiscer dans le système, puisqu'il voit qu'on doute, qu'on n'est pas d'une assurance parfaite, comme les gens un peu bêtes finalement. Enfin, sauf les gens, je dirais, ceux qui ne doutent pas, ce sont soit des gens d'une intelligence moyenne, soit qui s'illusionnent, qui en réalité voudraient douter, mais qui par sécurité ne doutent pas, ou alors des gens d'une intelligence tellement... c'est Dieu, quoi. Enfin, c'est carrément Dieu, là. Voilà, mais je dirais que le doute fait partie de l'intelligence. C'est ce qui nous permet de progresser. Quand on écrit, par exemple, si on ne doute pas de ce qu'on écrit, si on doute trop, on n'écrit plus. Mais si on ne doute pas jusqu'à un certain point, on écrit des âneries, et vraiment des choses... Et d'ailleurs, je ne citerai personne parce que je ne veux pas être méchant, je l'ai été par le passé, je ne veux plus l'être. Voilà. Bon. Donc, ils pensent trop, ils sont plutôt plus intelligents que la moyenne. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup d'intérêt pour leur entourage, qui sont sensibles, qui pensent sans arrêt, qui ont une intelligence arborescente. C'est-à-dire que il y a l'intelligence qui fonctionne comme une corde avec des nœuds. La première idée renvoie à la deuxième idée, le deuxième nœud, à la troisième idée, le troisième nœud, etc. Alors que l'intelligence d'une personne plus sensible, je dirais, que la moyenne, c'est intelligence, ça me plaît pas ce terme. Parce que moi, je suis vraiment, on peut être très moyen, sans plus, et avoir un cerveau qui bouillonne. Ça n'a rien, c'est autre chose. Je crois qu'on n'a pas bien défini ce que c'était encore. Hein. Bon, il y a plusieurs formes d'intelligence, vous me direz. On nous a rebattu cela au cours de nos études de psycho. Hein. Et c'est une intelligence arborescente, c'est-à-dire qu'il y a deux branches qui donnent paf, comme un feu d'artifice, vous voyez, qui se démultiplient. Voilà. Ce sont des gens qui ne conçoivent pas la malveillance gratuite. Ça, je me suis reconnu là-dedans. Je ne conçois pas la malveillance gratuite. Je conçois la malveillance intéressée. Et peut-être aurais-je pu l'utiliser si j'avais eu la possibilité de le faire. Hein. Voilà, peut-être. Hein, je ne veux pas me noircir non plus. Hein, je n'ai pas envie ni me blanchir à l'excès. Bon. Voilà, je ne comprends pas quand c'est gratuit, quand ça paraît gratuit, parce qu'un acte gratuit n'est pas forcément est gratuit en apparence, mais ne l'est pas en réalité, hein, souvent. Puisque faire du mal pour un pervers, c'est quelque chose d'important. Et le pervers narcissique, lui, ne conçoit pas la gentillesse gratuite. Donc, quand quelqu'un est gentil, quand nous sommes gentils avec eux, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent paranoïaques. Et ils ont peur, en fait, ça leur fait peur. Et ça, j'ai remarqué, hein, à plusieurs reprises, ils ont peur. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Si, elle n'est pas tout à fait gratuite, cette gentillesse, parce qu'on attend toujours un petit peu de retour. Hein. Donc, ce n'est effectivement pas totalement gratuit, mais globalement, ce n'est pas intéressé dans le sens qu'on entend habituellement. Ce n'est pas pour ensuite faire du mal, puisqu'ils le font. Ils commencent par comment dire, se montrer gentil pour ensuite nous faire du mal. Mais ce n'est pas ça, nous. Hein. Même si on attend un retour, c'est quand même une gentillesse relativement gratuite. Donc, cette dame, elle perçoit une complémentarité entre le pervers